Rêver la nuit, rêver le jour, rêver un futur meilleur, rêver éveillé, rêver en couleur, rêver à des créatures étranges. La principale hypothèse concernant l'étymologie du mot « rêver » nous apprend que le verbe vient d'un mot de l'ancien français du 12e siècle qui signifiait « errer » et d'un autre mot du gallo-romain qui signifiait « vagabond ». Le verbe « rêver » a d'abord eu le sens de « délirer », « radoter ». Plus tard, au 16e siècle, son sens est devenu plus abstrait. Inventer quelque chose de toute pièce, réfléchir à quelque chose, méditer profondément. Finalement, c'est au 17e siècle que son sens tel qu'on le connaît aujourd'hui est apparu, c'est-à-dire former des images tout en dormant ou, par extension, se laisser aller à des idées chimériques. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vous invite à vous laisser emporter non pas par vos songes, mais par quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. Quand j'étais au primaire, là, je voulais devenir vétérinaire. Moi, j'adore les animaux. J'ai toujours eu des chats. D'ailleurs, j'en ai encore deux. J'adore les chats. Puis mes sœurs aussi. Mes sœurs aussi ont des chats. Mais quand j'ai réalisé qu'un vétérinaire devait euthanasier les animaux, je m'en sentais incapable. Je n'étais pas capable de faire ça. Fait que je me suis remis en question pour trouver autre chose, là, tu sais, explorer d'autres professions sur le marché du travail. Je me cherchais un emploi, j'étais allée avec ma sœur au salon de l'emploi, puis j'ai vu le kiosque des conseillers d'orientation. Je connaissais pas ça, moi, la profession de conseiller d'orientation. J'avais envie d'une maîtrise, je savais pas trop laquelle. Puis quand j'ai vu ça, ça a fait... c'est ça. Mon nom est Martine Morin, je suis conseillère d'orientation depuis plus de 20 ans maintenant. Mon mot préféré dans le dictionnaire, c'est le mot « utopie ». Parce que l'utopie est aux frontières du rêve et de la réalité. Mais on pense que c'est pas réalisable, une utopie, mais au contraire, la vraie définition de l'utopie, c'est on est vraiment dans le monde des possibles, aux frontières du rêve. Fait que ma mission, c'est un peu d'amener les gens à réaliser leurs rêves. Ce qui est intéressant, c'est que le marché du travail aujourd'hui est très ouvert. C'est vraiment intéressant d'aller explorer avec les jeunes puis les moins jeunes parce que j'ai des clients qui se remettent en question en tout âge. Le nom de mon entreprise, c'est Couleurs d'origine, pour que les gens puissent trouver leur propre couleur, mieux connaître leurs valeurs, leur intérêt, leur personnalité, pour après ça aller chercher une profession qui leur correspond pour qu'ils soient heureux au travail. C'est vraiment fascinant. Dans les années où il y a eu la fermeture de la mine de Murdochville, les élèves étaient découragés. Les élèves disaient « mais il n'y a pas d'emploi ici, on vit dans un trou ». J'ai même entendu ça d'un élève. Fait que j'ai voulu leur démontrer par un projet que oui, il existait des possibilités de profession en Gaspésie, puis qu'il y en avait plusieurs. J'ai divisé le marché du travail en 6 sections, en 6 domaines, pour qu'ils découvrent ce domaine-là, puis qui en extrait 12 à 15 professions, puis qui en fasse la description. Le marché du travail, c'est plus de 1500 professions, ça finit plus, là. On a demandé aux jeunes s'ils connaissaient des femmes qui faisaient un métier traditionnellement masculin ou qui s'impliquaient dans la communauté, qui se démarquaient. On les opérait, étaient 2 jeunes, un journaliste et un photographe, qui allaient interviewer la personne et la photographiaient. Fait qu'on a fait un livre de photos, puis une exposition à la Maison de la Culture. Il y avait plus de 40 femmes de Haute-Gaspésie, entre autres techniciennes ambulancières, policières. Il y avait une agricultrice. C'était très varié. J'ai aussi une baguette magique. Ça, je l'utilise en orientation pour que la personne puisse réaliser qu'elle a beaucoup de pouvoir. Voilà. La baguette est un symbole, mais on peut faire une intention, puis la réaliser. Puis j'ai plusieurs clients qui réalisent des choses là, avec une simple intention.
Moi, j'ai déjà connu quelqu'un. Cette personne-là, quand il était au secondaire, il avait abandonné les études. Il était devenu concierge dans un hôpital. Puis, une bonne journée, il a rencontré un médecin, puis c'est devenu son meilleur ami. De là, il a eu envie de devenir médecin. Mais il a fini ses études secondaires, il a fait les cours obligatoires du cégep requis, puis il a été accepté en médecine. C'est d'avancer vers ses rêves, puis c'est d'y croire. Puis je dis tout là aussi, je l'ai dit hier à une jeune qui voulait devenir médecin, mais c'est sûr qu'on a préparé des plans B puis des plans C, là, faut quand même être réaliste. Mais je lui ai dit qu'elle pouvait viser la Lune, puis que même si elle devait échouer, elle serait encore parmi les étoiles. Dans les dernières années, je me suis beaucoup formée sur la connaissance de soi puis l'estime de soi. C'est très important. Moi, quand j'étais au secondaire, j'étais victime d'intimidation puis tout ça, je l'ai pas eu facile. Je l'ai pas eu facile, mais j'ai avancé dans mes projets avec mes peurs. On peut prendre les peurs une à une et avancer dans son projet avec ses peurs. Je le dis tout le temps qu'il faut croire en ses rêves pour qu'ils se réalisent. Moi, je trouve ça fascinant de marcher vers ses rêves, de développer ses compétences. On a plus qu'un rêve, on a plusieurs, là. Fait que c'est de se permettre de rêver. Puis après ça, de regarder qu'est-ce qui peut être réalisable, puis faire un plan d'action en conséquence. Se fixer des objectifs, c'est motivant. C'est important qu'à chaque jour, on fasse un pas pour réaliser son rêve. Sur ma pierre tombale, on pourrait écrire « Ici J, une personne qui a vécu avec passion, qui a réalisé ses rêves ». J'aime me dépasser, j'aime apprendre, puis j'amène aussi les clients dans cette voie-là, ça me fait très plaisir. En famille, on écoutait beaucoup les émissions de cuisine. Moi, j'ai grandi en écoutant Daniel Pinard, José Di Stasio à la télé. Puis c'est peut-être été ça ma première piqûre, parce que bon, ma mère cuisinait pour nourrir la famille, ma mère cuisinait pas nécessairement faire des belles choses. Puis quand t'écoutais des émissions de cuisine étant jeune, tu sais, ça faisait rêver. Tu regardais, c'est comme ah wow, ça a l'air intéressant. Puis ils font plein de belles recettes. Puis ils visitent plein de producteurs qui font des trucs cool. Puis après ça, ils vont faire une recette avec ça. Fait que moi, ça a été un peu mon premier contact tout jeune avec la belle cuisine un peu plus travaillée. Ça a vraiment été les émissions de cuisine, là, dont Daniel Pinard et José Di Stasio. Fait que ça peut-être que c'est grâce à eux aujourd'hui si je cuisine. Je m'appelle Ariel Cardinal-Petit, chef propriétaire du restaurant 1668 à Saint-Georges-de-Beauce. Puis nous, la mission du restaurant ici, c'est de faire vraiment du 100% québécois. Donc, que ce soit carte des vins spiritueux ou la nourriture. Donc, on travaille tous les jours avec les producteurs pour vraiment offrir une expérience 100% québécoise gastronomique. C'est sûr que quand t'es plus jeune, je pense que tu sais pas trop à quoi t'attendre dans la vie, fait que tu fais des plans. Moi, c'est sûr que je voulais un plan qui était loin de l'éducation supérieure. J'ai jamais été fan de l'école, même si j'étais bon, là, c'est pas parce que j'avais pas des bonnes notes, c'est juste que j'avais pas ça rester assis dans une classe à apprendre des trucs abstraits. Fait que ouais, je voulais faire quelque chose vraiment un métier là, plus manuel. Rendu compte que peut-être là, vers secondaire 3, la cuisine c'est peut-être une meilleure avenue, mettons, que soudeur ou plâtrier. Il y avait un local là, ici, là, présentement où je suis installé. On a rénové selon nos besoins. Puis, ouais, on est ici. On est sur la première avenue à Saint-Georges, plein centre-ville, là, chaque côté de la rivière Chaudière. C'était un restaurant avant que nous, on reprenne. Mais c'était un restaurant plus du sandwicherie. Moi, j'ai pas vraiment l'ambition de faire des sandwichs dans ma vie. Je voulais faire plus de la gastronomie. Dans le fond, le restaurant, c'est le 1668. Ça part du fait que la superficie du territoire québécois, là, en incluant les zones côtières, c'est 1 667 957 km². Donc on arrondit à 1 668 000 km². C'était vraiment un engagement pour nous de vraiment faire du québécois ici au restaurant. C'est pas tout le temps évident. Là, on est peut-être sur du 90-95% de produits québécois. C'est quand même non négligeable. Mais au niveau de la carte des vins, on est vraiment 100% québécois. La carte des spiritueux, on est vraiment 100% québécois. On s'entend, le rhum, la canne à sucre pousse pas au Québec. Il y a de l'importation un peu qui se fait, mais c'est minime. La distillerie qui fait notre rhum présentement est vraiment au Québec. Est-ce que c'est un rêve ultime d'atteindre le 100% québécois?
Éventuellement, ça va se faire. C'est de se priver de certains produits, entre guillemets. Le poivre noir, nous, on n'utilise pas. Le citron non plus. Chocolat, même chose. Il y a des éléments comme, par exemple, le sucre blanc qui sont difficiles à remplacer, surtout en pâtisserie pour la stabilité des desserts. Là, les gâteaux, si on remplace du sucre, qui est une matière sèche, par, mettons, du sirop d'érable, qui est une matière humide, là, tu défais la chimie un peu de ton gâteau, fait que tu n'as pas la même texture. Le but, vraiment, c'est d'essayer d'atteindre le 100% québécois. Fait que c'est un travail de recherche, c'est un travail de long terme. Peut-être un jour, on va l'atteindre. En Beauce, les gens sont plutôt conservateurs. C'est pas négatif, là. Je dis pas ça de mauvaise façon. C'est juste qu'on est plus peut-être tartare, burger, frites, tous ces trucs-là. En même temps, c'est pas parce qu'il n'y a pas de clientèle pour une cuisine plus recherchée, plus raffinée, plus fine. J'ai beaucoup de clients, moi, qui vont venir ici et vont me dire hey, c'est le fun, on a plus besoin de monter à Québec, on monte pas à Sherbrooke, on va plus à Montréal. Ou en tout cas, on y va peut-être moins souvent. Ce qui avait été le plus marquant pour moi, c'est quand j'avais été en France pour finir mes stages. On avait un client ultra VIP qui payait le gros prix là, pour la suite de luxe dans une villa, puis tout le restaurant, puis tout le menu. Puis le monsieur il buvait juste du Coke Diet. Fait que pas d'eau, pas de café, nécessairement Coke Diet le matin, Coke Diet le dîner, puis même au souper, s'il prenait un menu dégustation, un menu découverte là, à 170 € par tête, ben, c'était Coke Diet tout le long du souper. Fait que voilà, ça prend tout faire un monde, j'imagine. Il y a la voûte là, qu'on sert de cave à vin, nous, présentement. En fait, c'est un notaire ici, il y a des dizaines d'années. Là. Donc, il y a un coffre-fort double porte là, qui servait à garder en sûreté les documents notariés. Avec les années, le code s'est perdu, là, mais il y a encore la serrure dessus, il y a encore le cadran en avant pour faire la combinaison. Donc, le vin est dans un coffre-fort, dans la cave. C'est sûr que tous les cuisiniers ont un attachement à leur couteau personnel. Pourquoi? Parce que c'est des outils qui valent plus cher puis qu'on utilise tous les jours, donc on y fait attention. Mais si le couteau vient qu'à user, la practicalité de la chose veut qu'on jette le couteau puis qu'on en rajoute un neuf parce qu'on n'a pas le temps de s'attacher puis de l'encadrer puis de l'accrocher dans la cuisine. Peut-être que je suis plate, mais... C'est sûr que quand tu commences la cuisine, il n'y a pas beaucoup de cuisiniers dans leur vie qui se disent « Ah, moi, je vais vraiment être employé toute ma vie ». Je pense que tout le monde a un peu cette ambition-là d'ouvrir son propre restaurant. C'est la liberté d'expression, c'est tu fais ce que tu veux, puis il n'y a personne qui va te dire « Non, on fera pas ça » ou « On va faire ça comme ça ». C'est une question d'ambition, c'est une question de choix personnel, c'est une question de volonté aussi propre. Moi, quand j'avais 17 ans, j'ai fait mon cours de cuisine. Oui, je voulais avoir mon propre restaurant. Est-ce que tu sais dans quoi tu t'embarques? Peut-être pas. Les gens voient tout le temps juste le bon côté parce que nous autres, c'est ça notre travail en fait. T'sais, nous autres, en restauration, ouvrir un restaurant, c'est quoi? C'est de vendre du rêve aux clients. C'est de dire tout est beau, on est heureux, tout est facile. Venez ici, relaxez, reposez-vous, ressourcez-vous. Nous, on travaille beaucoup en arrière. Faut pas penser que t'es rendu restaurateur, tu vis ton rêve, tout est beau. Oui, mais il y a le contrepoids de la balance aussi qui fait que c'est énormément de travail pour être où ce qu'on est présentement. C'est une route que tu fais que tu n'atteindras vraiment jamais la fin. Parce que tu vas toujours vouloir améliorer quelque chose, toujours vouloir changer quelque chose, toujours vouloir te rendre au top du maximum du mieux que tu peux faire. C'est stimulant, tu es tout le temps dans la nouveauté, tu es toujours dans la recherche, tu es toujours dans le développement. Si un jour il y a mon nom dans une marge d'un livre parce que j'ai apporté quelque chose à l'univers de la gastronomie, tant mieux. Puis si sur ma dernière tombelle, c'est écrit que j'étais un bon père et un bon chef, ça serait déjà bien. Est-ce que tu as des rêves, Dalu? J'aimerais ça être musicienne quand je vais être grande. Parce que j'ai déjà, avec mes amis, je fais un groupe de musique. Est-ce que tu peux nous dire des titres de tes chansons? Je n'ai juste une. Elle s'appelle Patate frites. Est-ce que vous vous souvenez d'un rêve que vous avez fait récemment? J'ai perdu mon conjoint il y a 2 ans, puis quand je le revois, ça fait chaud au cœur, là, tu sais. Des fois, il nous dit un petit coucou en passant, là, tu sais. Je m'en vais faire un petit bout du chemin de Compostelle. Ah, ben là, Oui, okay. c'est ça. Donc, c'est ça. C'est quelque chose que je croyais pas pouvoir faire parce que j'ai eu des problèmes de santé importants. Mais c'est ça, c'est quelque chose dont je rêvais depuis l'âge de 25-30 ans. Donc, je suis contente de pouvoir réaliser cette partie-là de mon rêve. Je suis né à Havre-Saint-Pierre, sur la Basse-Côte-Nord. Je suis pas très vieux, mais quand même, c'est comme un autre siècle parce qu'on n'avait pas de route. La route arrêtait à Sept-Îles à l'époque. Notre terrain de jeu, c'était le bord de mer avec les dunes de sable, la plage, les canaux, etc. J'ai été vraiment imprégné de la nature dès ma tendre enfance. En 6e année du primaire, j'ai commencé à dessiner. J'ai eu une institutrice et je me souviens un jour de lui avoir dit «
Un jour, je serai un artiste. Je m'appelle Marcel Jonf, je suis artiste en art visuel, dessinateur et photographe, principalement de nature. Fin du secondaire, je pensais peut-être de m'en aller en architecture. Par contre, j'étais poche en mathématiques. Il aurait fallu que je fasse un effort, puis j'ai pas fait cet effort-là, donc j'ai pas pu m'en aller en architecture. Par contre, j'ai beaucoup exploré l'architecture des plantes. Un bon jour, j'étais en promenade dans le bois, puis j'ai ramassé des spécimens de plantes séchées. Je me suis mis à dessiner ces plantes-là. Ça m'a comme allumé. J'ai dit, mon Dieu, y a-t-il quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là? Je suis parti avec mon auto. Pendant 2-3 jours, je dormais dans mon auto, je mangeais ce que je pouvais, et puis j'ai fait Québec, Montréal, Ottawa. Ils sont en train de préparer une exposition permanente au Musée canadien de la nature sur le règne végétal. Je me rends à Ottawa tout excité de ça. Je prends rendez-vous avec le chef designer pour travailler sur l'exposition. Ce qui m'a fait parcourir tout le règne végétal en dessin. Par la suite, je suis retourné à Ottawa pour travailler pour le ministère de l'Agriculture. Et là, j'ai fait toute ma carrière comme illustrateur scientifique en botanique. En 2012, j'ai décidé de me retirer et de commencer plus à travailler sur ma carrière artistique. Je travaille sur les différents aspects du littoral, beaucoup en proxy photographie, qui est la photographie vue de près. On ne sait plus si c'est une photographie ou si c'est un dessin. Et quand quelqu'un me demande « est-ce que c'est un dessin ou une photo », là, j'ai réussi. Là, je considère que j'ai réussi mon coup parce que je nourris ma photographie par le dessin et mon dessin par la photographie. On va plus vers l'abstraction à ce moment-là et c'est ce que j'aime finalement, c'est chaque personne fait son propre imaginaire devant mes œuvres. Dans ma carrière d'illustrateur scientifique, je travaillais à l'herbier Louis-Marie avec le docteur Bernard Boivin, un homme d'une grande sagesse et qui ressemblait beaucoup à Einstein. Il avait une moustache blanche, les cheveux blancs très longs, et il portait toujours une chemise blanche avec une cravate rouge. Et il avait des bas blancs dans ses sandales. Et un jour, il nous montre une plante, c'était la spirante de Romanzoff, une orchidée. Et il nous dit, « Vous allez me ramasser 100 spécimens. » Il s'en va herboriser avec un grand sourire. Et on se demandait pourquoi est-ce qu'il y a un sourire comme ça. Ce qu'il ne nous avait pas dit, c'est que la racine était très profonde et qu'on devait creuser énormément pour aller chercher tout le spécimen. Donc, on avait travaillé très, très fort alors qu'on s'attendait à ce que ce soit un petit travail facile. Tranquillement, je m'éloigne de l'aspect purement représentatif. Ce que j'ai fait pendant toute ma carrière comme illustrateur scientifique, je représentais ce que je voyais. Avec le temps, ça devient plus créatif. Je recrée des univers. C'est un peu le mélange de la réalité et d'un univers complètement recréé. Un univers dont on ne sait plus si c'est imaginé ou si c'est réel. J'essaie de réaliser mes rêves à chaque jour, mais en même temps, j'aimerais bien une exposition en Europe, aller faire l'accrochage moi-même, participer au vernissage. Ça serait vraiment formidable.